Alors à quand le retour d'un référendum à l'heure où l'actuel chef de l'État, Emmanuel Macron, n'exclut pas d'y avoir recours? Nous allons en débattre avec nos invités présents maintenant sur ce plateau de débat doc, en commençant par vous, Benjamin Morel, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à l'université Paris 2, Panthéon-Assas et docteur en sciences politiques à l'école normale de Saclay. Et votre dernier ouvrage s'intitule Le Nouveau Régime. Il est disponible aux éditions Passé Composé. Bruno Cotresse est également avec nous. Bienvenue à vous. Bonjour. Bruno Cotresse. Vous êtes enseignant et politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, bien sûr. Vos travaux portent notamment sur l'analyse des comportements et des attitudes politiques. Votre dernier livre, lui, a pour titre « Le vote sans issue ». Chronique électorale 2024, c'est tout chaud et c'est publié aux presses universitaires Grenoble. Puis enfin avec nous Renaud Dely, bienvenue à vous. Renaud Dely. Vous êtes journaliste, éditorialiste politique dans la matinale de France Info, où vous co-animez également chaque matin de la semaine Les Informés. Vous présentez par ailleurs le 28 minutes, c'est chaque samedi chez nos confrères de Arte, et vous êtes l'auteur entre autres de L'Assiégé dans la tête de Dominique Vénère, le gourou caché de l'extrême droite, un ouvrage publié chez Jean-Claude Lattès dans la collection Essais et Documents. On vient de voir ce documentaire. C'est vrai que d'une certaine manière, nous commémorons les 20 ans de non-référendum national en France. On va s'interroger pour savoir pourquoi. Des réponses, nous en avons déjà eu quelques-unes dans ce film. Je voudrais qu'on revienne, pour commencer, sur Charles de Gaulle, puisqu'il a initié 5 des 10 référendums initiés jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on n'est pas encore en France avec cette mémoire collective de l'utilisation du référendum, justement par Charles de Gaulle, avec cette idée d'imposer, avec ce référendum, réaffirmer en tout cas l'autorité du président et de l'État plutôt qu'à consulter le peuple? Oui, en grande partie. Il faut bien comprendre que pour De Gaulle, il y a une forme de construction du référendum. Au début, le référendum n'est pas forcément un plébiscite pour lui. D'ailleurs, quand vous regardez la procédure référendaire, il faut qu'il y ait une proposition du gouvernement, un projet de loi, et ensuite le chef de l'État, appréciant en blocage, eh bien, peut soumettre le texte à référendum pour demander au souverain, au peuple, de trancher. Toutefois, ce n'est pas tout à fait la pratique qui va émerger sous la Ve République, parce que De Gaulle va très rapidement comprendre qu'il peut y avoir un aspect plébiscitaire au référendum. De Gaulle a très bien compris que les pouvoirs du président de la Ve République ne sont pas liés au texte constitutionnel. On a l'impression que le président est omnipotent sous la Ve. Ce n'est pas le cas. Il a des pouvoirs propres, mais ces pouvoirs, ils sont relativement résiduels sur la gestion commune du régime. Ce qui fait la force du président de la République, ce qui fait son pouvoir, ce n'est pas le droit. Ce qui fait son pouvoir, c'est sa légitimité. Et en étant élu à partir de 62 au suffrage universel direct, eh bien, il s'appuie sur cette légitimité pour tenir le pouvoir. Mais comment est-ce que je teste cette légitimité et comment est-ce que je la ressource? Pour De Gaulle, il y a 2 instruments, la dissolution, 68, ou le référendum. Le problème, évidemment, c'est que ce rapport plébiscitaire... Il a beaucoup insisté, pour ce qu'on en sait, De Gaulle, pour que figure la possibilité d'avoir recours à ce référendum à travers 2 articles de la Constitution, l'article 11 d'une part et l'article 89. On ne va pas trop rentrer dans le détail. Il a beaucoup insisté là-dessus, il les tenait absolument. Il a beaucoup insisté parce que pour lui, d'ailleurs, il y a je dirais des vraies questions qui se posent, avec notamment ce qu'on appelle à l'époque le comité consultatif constitutionnel. Le référendum en France apparaît comme étant une forme d'atavisme du Second Empire, et donc à partir de là, on s'en garde bien. Mais pour De Gaulle, il y a ce rapport à la responsabilité. En d'autres termes, si mon pouvoir ne vient pas du texte, s'il vient du peuple, pour ressourcer ce pouvoir, je consulte le peuple. Si le peuple me contredit, si le peuple me dédie, à ce moment-là, comme je n'ai pas envie d'inaugurer les chrysanthèmes et de sucrer les fraises, comme je n'ai pas envie d'être René Coty ou Vincent Auriol, je démissionne. Le problème, c'est que ce rapport plébiscitaire, vous pouvez l'avoir quand vous vous appelez général de Gaulle. Pour ses successeurs, ça devient évidemment beaucoup plus compliqué. Et dès le référendum suivant, celui initié par Georges Pompidou, Pompidou est très clair. S'il y a un non, il ne démissionnera pas. Donc on vit dans cette perspective. D'ailleurs, tous les successeurs de Pompidou ont absolument la même chose. Parce que cette vision plébiscitaire... Si le non l'emporte, je ne démissionnerai pas. Cette vision plébiscitaire, au fond, elle ne peut être que gaullienne. Et derrière, elle est, je dirais, un héritage très dur à porter. Ça, c'était moi ou le chaos. Voilà ce qu'on garde de Gaulle, finalement. Alors, c'est pas vrai pour tous les référendums initiés par De Gaulle, mais c'est vrai pour celui qui symbolisera son départ. On a même parlé d'un suicide politique. Ça, c'est l'utilisation faite par De Gaulle. Tout de même, moi ou le chaos.
Oui, c'est vrai que dans l'imaginaire de la vie politique française, la figure du général de Gaulle, son usage du référendum, c'est consubstantiel à la Ve République, au général de Gaulle. La Ve République naît d'un référendum elle-même. Le général de Gaulle l'a utilisé à 5 reprises. Donc dans l'imaginaire populaire, ça laisse une trace très importante qui est cette idée à la fois de pouvoir de temps en temps s'adresser en démocratie directe au peuple en direct sur de grands sujets, d'où le référendum, mais aussi l'idée du départ en 1969 qui pose une sorte d'acte très lourd qui reste dans la mémoire du pays, c'est-à-dire qui va nourrir progressivement dans la mémoire politique du pays presque une forme de nostalgie pour certains d'une époque où de grands responsables politiques ayant la stature du général de Gaulle mettaient leur démission dans la balance pour montrer à quel point l'engagement dans la procédure référendaire était important du président de la République. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup dit, on parlera tout à l'heure de 2005, c'est vrai qu'on l'a beaucoup dit au moment de 2005, sur un acte aussi important que la ratification d'un traité européen, si le chef de l'État n'est pas suivi, mais il reste en poste. C'est vrai que voilà, ça a nourri dans l'imaginaire populaire cette idée d'un temps révolu où de grandes personnalités, de grands personnages historiques étaient capables au fond, de pousser jusque-là leur engagement, d'aller jusqu'à démissionner si... Comme vient de le dire Benjamin Morel, il y en avait peut-être qu'un qui pouvait le faire. Voilà, dans cette deuxième partie du XXe siècle, on a eu peut-être Charles de Gaulle. On a eu d'autres grands personnages historiques dans la suite de la Ve République, bien évidemment. Mais c'est vrai que dans le cas du général de Gaulle, c'est tellement consubstantiel au message de départ, c'est tellement cette Ve République qui va naître au fond d'un retour du général de Gaulle qu'on vient chercher comme un homme providentiel et qui organise lui-même avec les gaullistes de l'époque son retour comme celui d'un sauveur qui va venir sauver le régime politique, la France, d'être embourbée dans la guerre d'Algérie, les difficultés de la 4e République, que ça a laissé une trace très importante. Vous soulignez effectivement que c'était peut-être une ombre portée, lourde à porter pour les successeurs du général de Gaulle. Je crois qu'on peut dire que tel est le cas. Mais cette ombre, je me demandais aussi si quelque part, en partie, elle n'explique pas ce que nous sommes en train de commémorer. C'était ces 20 ans sans le moindre référendum national. Alors, ce qui est dit aussi dans ce documentaire, Renaud Dely, c'est qu'après De Gaulle, ni Valéry Giscard d'Estaing, ni François Mitterrand durant son premier septennat, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, et aujourd'hui, au moment où on se parle, ni Emmanuel Macron n'ont utilisé le référendum. Mais je pense que c'est parce que par rapport à la période qui était celle, effectivement, de la présence du général de Gaulle au pouvoir, on a évidemment changé de monde, de période et même de démocratie, si j'ose dire. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées qui expliquent le recours assez récurrent, régulier du général de Gaulle au référendum. D'abord, il y a l'installation du régime, d'un nouveau régime, la Ve République, contre le régime dit des partis, celui qu'il dénonçait, celui de la 4e. Donc il y a des référendums extrêmement importants qui ont trait aux institutions, déjà la validation de la Constitution ou plus tard l'élection du président au suffrage universel. Donc ce sont des enjeux extrêmement lourds. Il y a la personnalité du général de Gaulle, c'est-à-dire son rapport à l'histoire, son mode de gouvernement qui est quand même extrême. C'est un pouvoir, ce qu'on appelait un pouvoir personnel, avec d'ailleurs beaucoup moins de contre-pouvoirs, qu'il s'agisse de contre-pouvoirs médiatiques ou du rôle du Conseil constitutionnel qui n'est pas du tout celui qui existe aujourd'hui, etc., etc. Donc il y a la pratique même liée au tempérament, si j'ose dire, au mode de fonctionnement du général de Gaulle. Et puis il y a des enjeux très lourds sur le plan institutionnel, je le disais. Et puis il y a la guerre d'Algérie. L'indépendance d'Algérie, sortir de la guerre d'Algérie, l'enjeu est extrêmement lourd. L'élection du président au suffrage universel, elle survient après l'attentat du Petit Clamart, donc là aussi, l'enjeu est très lourd. Tout ça, on l'a plus aujourd'hui, c'est-à-dire on l'a plus par la suite. Et d'ailleurs, quand on regarde le général de Gaulle, lorsqu'il perd ce référendum de 1969, c'est sur un enjeu, si j'allais le dire, subalterne. Je parle la régionalisation, la réforme du Sénat. Et la régionalisation, il essaye de dramatiser l'enjeu avec son départ, en annonçant son départ en cas de défaite, sauf que ça survient après mai 68, il est disait de Gaulle, 10 ans ça suffit, etc. Il est devenu impopulaire, donc ça ne fonctionne pas. Avec aussi d'ailleurs, il y a un certain nombre de entre guillemets, trahison dans son propre camp qu'on voit dans le documentaire. On voit qu'il y a déjà toute une partie de la droite qui souhaite passer, à commencer par Georges Pompidou, à l'après de Gaulle. Mais ça ne fonctionne pas, je pense, aussi parce que l'enjeu même de cette question-là était finalement subalterne au regard des référendums précédents. Et par la suite, ce sera un petit peu la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on a des référendums qui portent sur des questions qui semblent plus éloignées des préoccupations des Français ou plus éloignées géographiquement, l'adhésion du Royaume-Uni à la communauté européenne, le référendum sur la Nouvelle-Calédonie, ou le quinquennat, ou le passage très au quinquennat peu de participation, la participation record est très d'abstention. faible, alors qu'en revanche, effectivement,
Maastricht, donc la création de l'Union européenne, ou la Constitution européenne. Là, l'enjeu est beaucoup plus important et la participation l'est aussi. Alors, la Constitution européenne, le fameux référendum de 2005, certains de vos confrères, Bruno Cotteret, s'exprimaient dans ce documentaire. On va les écouter à propos de ce fameux référendum de 2005. Nous avons le choc du non au référendum de 2005 qui a construit un autre clivage politique que le clivage classique. C'est un clivage, le peuple contre les élites, qui fait que le référendum est un peu perçu comme une machine à fabriquer du non. Il y a cette volonté qui est de plus en plus fréquente dans la vie politique française, dans la vie politique de nos démocraties, du vote protestataire, du bras d'honneur fait aux gens d'en haut. C'était un bras d'honneur fait aux gens d'en haut, ce non à la Constitution européenne, à ce traité de Constitution européenne. Si vous prenez les enquêtes CSA de novembre 2004 et d'avril 2005, la cote de popularité de Jacques Chirac, elle est de 36%. Elle n'a pas bougé d'un iota. Entre-temps, je parle sous le contrôle de Bruno, enquête IFOP, le oui est passé de 65 à 45%. Pendant 6 mois, il y a eu un grand débat national. Pendant 6 mois, il y a eu une discussion. Anecdote très personnelle, ma mère vote en règle générale pour des petits candidats, milieu populaire. Oui. Elle ne s'intéresse pas du tout à la politique. Elle adorait Jacques Chirac. Je l'ai vu un jour acheter l'Humanité, Le Monde, Le Figaro, Libération pour travailler sur qu'est-ce qu'elle allait voter à ce traité. Elle n'avait pas d'a priori, elle adorait Jacques Chirac. Lorsqu'elle a voté non, elle savait pourquoi elle votait non. Peut-être avait-elle tort sur le fond, c'est pas la question. Elle votait et elle savait pourquoi elle votait. Et quelques temps plus tard, on lui a dit, écoutez, voilà, madame, on s'est bien amusé, maintenant on va faire passer le traité par voie de congrès. Et là, on a construit une vraie fracture démocratique. Parce que tout d'un coup... Donc là, c'est un autre bras d'honneur, alors. C'est d'une certaine façon quelque chose qui était très mal ressenti. C'est un bras d'honneur à l'envers. Et 2008 est très intéressant. On a repassé les plats. C'est Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, qui prendra l'initiative de faire passer par la voie parlementaire. Il aurait pu, éventuellement, repasser par la voie du référendum. Il aurait pu repasser par la voie du référendum, mais 2008 est très intéressant parce qu'on fait passer ce traité par le traité de Lisbonne par voie de congrès, et en même temps, on révise la moitié des articles de la Constitution et on introduit le fameux référendum d'initiative partagée. Vous savez, cette usine à gaz qu'on ressort, et il faut 4 900 000 signatures en France pour lancer un référendum d'initiative partagée, il en faut 500 000 pour lancer un RIC en Italie. La chose a été faite pour ne jamais être utilisée. Donc ce référendum, il est crucial parce qu'en fait, il nourrit une double défiance. Défiance des Français vis-à-vis, en effet, des élites politiques qui seraient réputées avoir trahi leur nom, et défiance des élites politiques contre les Français qui, en fait, ne veulent plus entendre parler du référendum et même quand elles introduisent une disposition dans la Constitution, mettent en place tous les mécanismes pour pas que ce référendum d'initiative partagée puisse avoir lieu. Résultat, aujourd'hui, on a une vraie frustration parce que chaque fois qu'on a une réforme des retraites, etc., et que ces procédures de RIP sont lancées, eh bien, elles achoppent nécessairement parce que, fondamentalement, ça a été fait pour que ça achoppe, ce qui nourrit encore un peu plus la défiance. Le référendum, qui était vraiment un instrument démocratique, est devenu aujourd'hui une source de défiance. Et là, en effet, on continue à payer structurellement la note de 2005. Jérôme Jaffray, dans ce documentaire, va encore plus loin. Le politologue Jérôme Jaffray, c'est le moment fondateur de tout ce qui se passe dans notre vie politique depuis cette date. Ça a été un traumatisme à ce point, ce nom français, pour la classe politique française. Je pense qu'il a assez largement raison. Premier point, je rejoins ce qui a été dit. C'est un moment clé dans la structuration du rapport à l'intégration européenne. Je partage l'idée qu'il y a eu un vrai débat sur l'Europe. Ce n'est pas simplement le vote contre Jacques Chirac, ce n'est pas simplement un vote parce que l'économie n'allait pas très bien ou que la popularité de l'exécutif était basse. Je me rappelle quand même que les bouquins qui expliquaient la Constitution européenne aux Françaises et aux Français ont été des vrais succès de librairie. On pouvait les acheter en faisant Benjamin Morel vient de rappeler quelque chose de très vrai, c'est-à-dire autour des tables familiales, des déjeuners ou des dîners familiaux, on parlait de ces livres qui expliquaient la Constitution européenne. Certains ont été en rupture de stock, certains ont été réédités à de nombreuses reprises. On pouvait les acheter en faisant ses courses dans les supermarchés. Il y a eu un vrai intérêt. Il y avait des livres qui étaient la Constitution européenne expliquée aux enfants, par exemple. Donc il y a eu un vrai débat. Ce qui s'est passé, c'est que le sentiment de trahison à la sortie de ceux qui ont voté non à ce référendum et qui donc emporté ce référendum est très important. Et de ce point de vue-là, Jérôme Jaffray a bien raison. Ça constitue une espèce de point de départ. La défiance politique existe
Elle existe avant. Au fond, quand on suit les courbes d'enquête d'opinion disponibles, on voit qu'elle commence à s'installer à partir de la fin des années 80, début des années 90. Mais là, vraiment, ça donne un coup d'accélérateur, le sentiment d'une déconnexion totale, d'une décorrélation entre ce qui se passe dans le pays et ce qui se passe dans l'univers de la politique. Il faut rappeler qu'en 2005, une grande partie des élites économiques, des élites politiques sont sur le oui, pensent que la France ne peut pas dire non. Et la majorité va dire non. Là où il y a un point très important d'interprétation qui concerne la question du référendum, le référendum a obligé, au fond, des gens qui pensaient différemment sur l'Europe à dire non en même temps. D'où l'idée qui a été proposée par certains de dire que ce non était tout sauf construit, qu'il ne représentait rien au plan idéologique. Mais non, il y avait au moins deux types de non. Il y avait ceux qui votaient non pour des raisons, on va dire, de questions sociales, trouvant que l'Europe était trop libérale, ceux qui disaient non parce qu'ils trouvaient que l'Europe était trop ouverte du point de vue des migrations. Voilà. Donc, mais c'est le référendum, au fond, qui a obligé des gens qui pensaient différemment sur l'Europe à voter non ensemble, ce qui a construit un petit peu cette narration après, que le non n'avait pas de sens. Mais non, c'est pas vrai, il avait du sens. Alors Renaud Delisle, le constat est là. Hein. Depuis 20 ans, depuis ce fameux référendum de 2005, il n'y a plus aucun référendum national. Moi, je voudrais avoir votre explication sur ce sujet. Je crois qu'il y a une filiation d'abord sur l'état de la France au travers de plusieurs scrutins. Moi, j'en mettrais 3 qui me semblent établir une filiation continue. Le non au référendum de 2005 sur la Constitution européenne, il est écrit dans le oui au traité de Maastricht de 1992. Cette première fracture sociale, disait en 1995, vous vous souvenez, Jacques Chirac, c'était son slogan de campagne. Eh bien, elle existe déjà dans cette victoire ric-rac du oui en 1992, du oui au traité de Maastricht. Extrêmement serré. Elle se traduit 13 ans plus tard, parce que la fracture s'est accrue sur bien des points, on va dire, dans la victoire du non en 2005, c'est 55% du non, et elle se traduit enfin par l'Assemblée nationale, qui est sortie des urnes aux élections législatives de juillet dernier, de juillet 2024. Et où on retrouve quoi? On retrouve une droite et une gauche de gouvernement, on va dire, qui se sont succédés au pouvoir alternativement depuis 40 ans, qui ont peu à peu été effilochés, j'allais dire givarisés, et qui sont dominés du côté de la droite par l'extrême droite aujourd'hui, par le Rassemblement national, qui est le plus puissant numériquement, arithmétiquement dans l'hémicycle au regard du groupe LR, et qui est surtout encore plus puissant dans les têtes, si j'ose dire. Il suffit de voir l'argumentaire d'un certain nombre de prétendants de LR aujourd'hui, qui, sur les questions régaliennes, d'ailleurs revendiquent maintenant le fait de porter un discours siamois de celui du RN. Et puis à gauche, une gauche du gouvernement qui, elle aussi, a été ratatinée et dominée sur le ton déjà, sur le plan du volume sonore, si j'ose dire, et même bien au-delà, par la gauche radicale, on va dire, par les Insoumis. Et donc, on retrouve ces deux noms qu'évoquait à l'instant Bruno Cotresse en 2005, ces deux noms qui ont convergé contre la Constitution européenne lors de ce référendum. Donc cette situation politique, elle était antérieure, me semble-t-il, les prémices se sont manifestées dès le traité de Maastricht de 92, et on est toujours dedans, et même du point de vue des partis dits de gouvernement, cette situation s'est aggravée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est toujours dedans avec ces deux courants radicaux qui dominent leurs espaces politiques respectifs. Et ça explique que le référendum, qui est en quelque sorte un thermomètre qui a révélé cette fracture, est aujourd'hui une arme, pas simplement à double tranchant comme le titre, le documentaire, mais quasiment une arme suicidaire pour un chef d'État au pouvoir qui se retrouve confronté à la situation politique qu'on connaît. Un référendum, c'est un référendum boomerang en quelque sorte, quasiment, qu'on peut quasiment pronostiquer au regard de cette situation. Reste évidemment le sujet, le moment et la question posée aux Français. Pour l'instant, on n'est pas extrêmement éclairé par la dernière intervention du président de la République. Alors, la dernière intervention du président de la République, du chef de l'État, Emmanuel Macron, c'était le 13 mai dernier chez nos confrères de TF1. Il souhaite qu'on puisse organiser une consultation multiple, c'est-à-dire plusieurs référendums en même temps, dans les mois qui viennent. L'information qu'on a pu tout de même obtenir à travers cette intervention du chef de l'État, c'est qu'il n'entend pas initier un référendum sur le thème de l'immigration, sur celui des retraites, sur celui de l'état des finances publiques non plus, comme ça a été un temps évoqué par le Premier ministre François Bayrou. En revanche, il laisse une porte ouverte sur un référendum concernant la fin de vie en cas d'enlisement de l'examen de ce texte au Parlement. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui de l'état d'esprit du chef de l'État. Pour autant, est-ce qu'il va y revenir au référendum Emmanuel Macron? Est-ce que le risque politique en vaut le coup?
Alors, je vais jouer un peu mon juriste sur le coup. Je crois qu'il y a 2 éléments qu'il faut bien comprendre. D'abord, on ne fait pas un référendum sur n'importe quoi. Hein. Tout à l'heure, on parlait du général de Gaulle. Oui. À l'époque du général de Gaulle utilise le fameux article 11, celui sur des référendums généraux législatifs, plutôt que l'article 89 sur les référendums constitutionnels. Aujourd'hui, c'est plus vraiment possible. On a une évolution de la jurisprudence depuis 2005, et donc on ne peut plus tout à fait faire ça. Donc Emmanuel Macron, quand il promet des référendums ou quand il le dit, il y a des limites. Encore faut-il qu'il tombe dans le champ du possible. Exactement. L'immigration, c'est pas un domaine du droit. L'immigration, c'est un thème. On peut faire un référendum sur l'immigration, mais uniquement sur l'aspect économique. On ne peut pas toucher au domaine pénal, on ne peut pas toucher au domaine civil. Donc vous avez en fait un référendum qui serait probablement très limité dans sa portée. Les finances publiques, pas vraiment. On a des limites également sur la fiscalité. Même la fin de vie. Il promet là un référendum sur la fin de vie. Constitutionnellement, qu'est-ce que vous faites là avec la PPL fin de vie ? Vous dépénalisez... PPL, proposition de loi, bien sûr. Loi fin de vie, vous dépénalisez des actes qui aujourd'hui relèvent du droit pénal. Donc en théorie, ce n'est pas vraiment possible non plus. Donc ces grands sujets-là, ce n'est pas tout à fait évident. Restent des éléments qui pourraient être évoqués, les écrans, les temps scolaires, etc. Même quand il parle d'organisation territoriale, région, département, commune, tout ça est dans la Constitution. Donc on ne peut pas supprimer un échelon, ce n'est pas possible. Et donc forcément, ça réduit beaucoup ce qu'on peut faire. Ensuite, quand il parle de consultation... Autrement dit, pour résumer votre pensée, vous avez du mal à identifier le sujet, le thème, la question qui pourrait être posée aux Français. La question qui serait structurante. Et si on en fait plusieurs en même temps, eh bien, la jurisprudence du Conseil constitutionnel nous dit un scrutin, une urne. En d'autres termes, en organiser plus de 2 voire 3 en même temps est compliqué et ça impliquerait qu'on fasse 3 fois la queue, etc. Ce qu'il envisagerait, ce qui a été évoqué, c'est plus une votation, un peu comme ce qu'on a fait à Paris, une consultation. En d'autres termes, vous auriez un bulletin et vous pourriez jouer au QCM. Le problème de ça, c'est que ça n'a aucune portée juridique. Et donc, si jamais vous avez des Français qui se lèvent pour une consultation un dimanche sans aucune portée juridique et qu'à la fin, eh bien, il n'y a pas de conséquences. La question, c'est est-ce que vraiment on renforce la démocratie ou est-ce qu'on l'abîme ? Donc il est vrai qu'entre ce référendum très corseté d'un côté, ou sur lesquels on ne peut pas poser des questions qui sont structurantes pour la société, et de l'autre une votation sans grandes conséquences, aujourd'hui, la capacité d'avoir vraiment un référendum qui ait une vraie portée dans le pays est quand même très limitée, très corsetée, au-delà même de la volonté du chef de l'État. Néanmoins, est-ce qu'un référendum, quel que soit le sujet, et avec les réserves émises à l'instant par Benjamin Morel, pourrait pas d'une certaine manière rendre la main, donner la main sur un plan politique à Emmanuel Macron, une main qu'il a perdue en réalité. Alors depuis 2024, cette dissolution, peut-être même depuis 2022, avec cette non-majorité absolue à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas ça l'objectif aujourd'hui d'Emmanuel Macron, potentiellement? Ça lui permettrait de reprendre la main. Pour une raison simple, c'est qu'il ne reste plus Emmanuel Macron que 2 ans d'exercice du pouvoir, une donnée que tout le monde a intégrée, ses adversaires politiques, l'ensemble de ses potentiels successeurs, mais aussi l'opinion publique. Et donc reprendre la main me semble un peu hors de portée aujourd'hui. Le chef de l'État est installé dans une popularité basse structurelle. Il n'y a pas eu de rebond spectaculaire de sa popularité liée à la dimension internationale. Le fameux effet drapeau est vraiment de manière extrêmement réduite. Il a gagné 5 points de popularité pour arriver à 30% de popularité. Donc ça n'est pas un référendum qui lui permettrait de reprendre la main. Ce qui lui permettrait de reprendre la main d'une certaine manière, ça serait d'aller au bout d'un certain nombre d'idées qu'il avait au départ. Et si les convictions de départ d'Emmanuel Macron ont été assez fortes en matière de réforme de notre modèle politique, qui était quand même le point de départ d'Emmanuel Macron, alors à ce moment-là, la logique voudrait qu'il conclue comme une belle sortie on va dire de scène, sur un référendum sur les questions vraiment démocratiques. Alors tout de même, pour le coup, je suis tombé sur un sondage de l'Institut EFAB, d'abord qui nous dit que 80% des Français seraient favorables à être consultés par référendum, mais ils le souhaiteraient sur les sujets comme l'immigration, les retraites, éventuellement les finances publiques. Ce sont les 3 thèmes qu'a exclu Emmanuel Macron. Donc il serait, alors de fait, pas du tout en phase avec l'opinion. C'est clair que c'est pas c'est pas ce qui domine le climat de l'opinion, même si tout le monde est concerné par la question des jeunes et des écrans, des jeunes et des réseaux sociaux. Évidemment, ça concerne toutes les familles, tout le monde, bien évidemment. Mais on peut pas dire que ça soit considéré par le pays comme sa priorité d'action publique numéro 1, ce qui est considéré par le pays comme sa priorité d'action publique
Numéro un, c'est la question d'améliorer le pouvoir d'achat, c'est la question de l'immigration, c'est la question sociale, la question de l'éducation, la question des hôpitaux. Là, c'est vraiment des domaines de priorité de l'action publique que tout le monde identifie et considère comme prioritaires. Donc c'est vrai que s'il organisait sur d'autres sujets, ça paraîtrait comme ne pas répondre au fond aux priorités de l'opinion. Le problème du choix du sujet pour Emmanuel Macron qui se pose évidemment, parce que s'il l'avait trouvé, il l'aurait, j'imagine, déjà annoncé, et donc lui-même a du mal. Il y a plusieurs raisons. Il y a les raisons évoquées par Benjamin Morel, déjà. Il y a les raisons constitutionnelles liées au texte. L'immigration, a priori, ça n'est pas possible pour les raisons qu'expliquait Benjamin Morel tout à l'heure. Il y a la raison d'opportunité politique, c'est-à-dire lorsqu'on bat des records d'impopularité, même si on peut effectivement se consoler en regagnant 5 points, il y a quel bon moment pour être sûr de ne pas le perdre, puisque l'idée de convoquer un référendum, a priori, c'est plutôt de le gagner. Et donc, ce qui explique qu'on arrive à cette hypothèse d'un vrai faux référendum pour du beurre, en quelque sorte, qui peut même prendre les atours d'une consultation pour de la margarine, si j'ose dire, que décrivait tout à l'heure Benjamin Morel. Parce que là, c'est le référendum sans risque, c'est ceinture et bretelles. Donc, forcément, le gain politique pour le chef de l'État est nul ou quasi nul. C'est-à-dire que s'il veut reprendre la main, pour reprendre votre formule, il prend un grand risque qu'on a vu à l'œuvre l'année dernière, parce que vous évoquiez les sondages où, en effet, les Français seraient ravis de s'exprimer par référendum sur tel ou tel sujet. Souvenez-vous. Surtout les retraites, l'immigration. Souvenez-vous. Les finances publiques. Or, ces 3 champs, il les a exclus. Il les exclut pour des raisons soit juridiques, soit d'opportunité politique, soit au regard de son bilan. J'imagine qu'il n'a pas, il l'a dit très clairement, il n'a pas envie de supprimer la réforme des retraites qu'il a eu tant de mal à faire passer. Mais souvenez-vous, au moment de la dissolution annoncée le 9 juin dernier, à l'Élysée, pendant quelques jours, quelques semaines, on montrait les sondages en disant, regardez, les Français sont ravis que le chef de l'État leur redonne la parole, les convoque aux urnes, bien sûr, etc. Et tout. Ben oui, on a vu. Pourquoi C'était pour voter contre le chef de l'État. Voilà. C'était pour lui infliger une défaite cinglante. Donc le fait, on a entendu ça ces derniers temps à l'Élysée, regardez, les Français seraient ravis qu'on organise un référendum. Mais le problème, si c'est pour sanctionner de nouveau le chef d'État, il peut rejoindre là dans l'histoire Jacques Chirac, qui est le seul aujourd'hui, à ce stade, à avoir perdu et une dissolution et un référendum. Un tout dernier point, pour faire preuve d'humilité. Tout ça fait que j'ai du mal à imaginer qu'il convoque un vrai référendum, pour ces raisons d'opportunité ou ces raisons juridiques. Maintenant, je reconnais que le 9 juin 2024 à 18h30, quand on m'a demandé effectivement, mais est-ce que Emmanuel Macron va dissoudre, j'ai répondu évidemment que non. Il n'y avait aucune logique politique pour qu'il le fasse. Il nous reste 1 minute. Je pense que une consultation... Un nouveau référendum sous les 2 dernières années du mandat d'Emmanuel Macron, ça vous paraît possible ou pas? Ça paraît une hypothèse de plus en plus difficile, semble-t-il. Et une consultation me semblerait la pire des solutions. Je suis assez d'accord avec ça, d'autant qu'il y a un facteur à concevoir également, c'est qu'il n'y a pas de majorité et on a un pays très instable. Vous faites un référendum très clivant dans les prochains mois, il faut quand même faire adopter un budget. Et si ce référendum très clivant fait exploser votre majorité et que derrière vous n'avez plus de Premier ministre et plus de budget et un non, à ce moment-là se repose la question de quel est le point de blocage, n'est-ce non pas le chef de l'État? Et donc vous remettez une pièce dans la machine de ceux qui disent en fait il devrait démissionner, nous sommes en crise à cause d'Emmanuel Macron. Donc pour Emmanuel Macron, il n'est pas certain qu'en effet il gagne et il est peut-être assez probable qu'il perde à ce jeu-là. C'est pourquoi également je suis très sceptique, mais sans doute l'avenir nous dédira, parce que également j'étais très sceptique sur la dissolution, peut-être est-ce qu'il nous dédira, mais je suis très sceptique sur le fait que ça puisse se tenir. En tout cas, on a eu affaire à 3 très sceptiques, finalement, à cette idée. Mais le président de la République a dissous. Voilà. Un référendum sous l'ère Macron. Un grand merci vraiment à tous les 3 d'avoir participé à ce débat doc aujourd'hui pour parler du référendum, pour tenter de comprendre pourquoi pendant 20 ans, depuis 20 ans maintenant, ça tombe cette année, nous n'avons pas eu de référendum national en France. Vos réactions, ça sera sur #débatdoc. Merci à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa, qui m'ont aidé comme à l'accoutumée à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain débat doc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.